Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Free and Nomade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Donc Elisabeth est une personne qu'on a eu l'occasion de rencontrer à Kuala Lumpur lors d'un échange avec des expatriés français. Ça va être super cool. Elisabeth est expatriée ici et a réalisé plusieurs expatriations dans sa vie, ça va être une histoire très enrichissante. Est-ce que tu peux nous, pour commencer, première question, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire en quelques mots En fait, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, j'avais deux rêves. Partir et vivre en Russie D'accord. et en Chine. Donc je suis partie en Russie dans les années 90 et au début des années 2000, j'ai fait le choix de partir en Chine. Bon, j'ai pas atterri en Chine, j'ai atterri en Malaisie et donc je suis ici depuis 2008. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai réalisé ces deux rêves. C'est génial. C'est génial. Ça fait quasiment 20 ans que tu es en Malaisie, c'est ça? Oui. Ouais. Donc, je suis arrivée avec mon mari et notre fils en 2008. D'accord. Donc, ça va bientôt faire 17 ans qu'on est 17 ici. ans, ouais. C'est Enfin, que dingue. je suis ici plus précisément. Parce D'accord. que eux, de leur côté, ils ont fait d'autres pays. Ok, top. Et combien de temps il t'a fallu entre le moment où tu t'es dit, voilà, j'ai ces deux rêves dans ma tête d'enfant, faut que je les réalise, je vais acheter mon billet d'avion et je pars. Est-ce que ça a été une décision rapide ou Alors, pour la Russie, dans les années 90, il m'a fallu une journée. Ah oui, C'était beaucoup plus facile à l'époque de prendre des décisions. d'accord. D'autant plus que j'étais seule. Pour l'Asie, j'ai pris la décision en 2005. J'en ai parlé à mon mari et donc on a décidé de mettre en place le projet. On s'est donné 2 ans pour le mettre en place. Ok, Et en fait, ça a duré un petit peu plus. Ça a duré un peu moins de 3 ans et demi. d'accord. Mais on y est arrivé. C'est vrai que j'ai tout de suite ressenti la différence entre le fait de pouvoir partir seule et de partir en famille. C'est clairement plus compliqué. D'accord. Et donc, quand tu es parti en Malaisie, tu es parti avec plusieurs enfants, c'est ça? Nous avons qu'un seul enfant. Un seul enfant, d'accord. Donc, il a fallu gérer l'expatriation aussi de l'enfant, l'école, le changement. Alors absolument, tout à fait. Moi, je lui parlais de la Chine déjà depuis plusieurs années. D'accord. Il avait absolument pas envie d'aller en Chine. Quand on lui a dit qu'en fait, quand ça serait la Malaisie, il avait encore moins d'idées de ce que ça pouvait représenter. Il avait, bien entendu, à l'époque, il avait 9 ans, il avait un petit peu peur de ce qui pouvait lui arriver. Ah oui. Mais en fait, il a tout de suite, dès que nous sommes arrivés, c'est-à-dire dès les premières minutes en Malaisie, il a vu que mon mari et moi, nous étions à l'aise immédiatement, que nous n'avions aucun problème pour nous adapter, mais dès la première journée, ça l'a mis tout de suite en confiance. Et à partir de là, il a découvert aussi les différences entre la France et son nouveau pays, tous ces avantages par rapport à la France. Et donc, il n'y a eu aucun problème de son côté. D'accord. C'est génial parce qu'à 9 ans, c'est quand même un âge préadolescent qui est quand même avancé et les changements sont, je suppose, assez difficiles. Comment ça s'est passé au niveau de l'école Alors en fait, nous, on a fait le choix on voulait impérativement qu'il intègre plutôt l'environnement international. D'accord. L'objectif, c'était qu'il puisse côtoyer, devenir un enfant international. Et donc en fait, on a fait un choix, c'est de le mettre la première année à l'école française de façon à ce qu'il, on va dire, limiter un petit peu les impacts de l'expatriation. Mais en même temps qu'il était à l'école française, on l'a tout de suite intégré dans des groupes de sport anglo-saxons, de façon à ce qu'il puisse tout de suite travailler son anglais avec des anglo-saxons et pas dans un milieu scolaire. Et grâce à ça, il a pu intégrer une école internationale l'année suivante et qui d'ailleurs qui n'a pas quitté. Et il est resté dans un milieu entièrement international et même que international puisqu'il n'était plus du tout en contact avec le milieu français à partir de l'âge de 10 ans. Ah oui, ok. Ouais, c'est top. Après,
si vous avez eu l'occasion de voyager dans d'autres pays, c'était vraiment le bon choix pour limiter ce changement trop brusque à chaque fois. C'est une bonne décision. Je sais pas si je pense effectivement, je sais pas si c'était le bon choix, mais il en reste pas moins vrai que nous sommes contents pour lui, qu'il ait une capacité d'adaptation qui est phénoménale. Il parle un anglais comme un anglo-saxon. Il écrit mieux anglais qu'il n'écrit français. Bon, c'est évident que ça. Il faut quand même reconnaître une chose, c'est que les enfants d'expatriés ont des possibilités d'évolution quand même qui peuvent beaucoup modifier leur carrière par la suite. Bien sûr. C'est vrai que c'est super important. Parler l'anglais et vraiment le maîtriser, ça aide. Ok. Juste pour revenir sur l'expatriation, quand tu es parti, comment ont réagi tes proches sur le fait que tu partes en Russie ou partir en Asie Alors, ma première expatriation en Russie, donc dans les années 90, tout le monde m'a dit tu as le courage de faire ça. Et à l'époque, j'étais un peu plus jeune, donc un peu plus direct. Je leur disais, mais vous avez le courage de rester en France. Je leur disais tout simplement que pour moi, c'était tout à fait naturel de réaliser ce dont j'avais envie. Donc, on parlait pas de courage, on parlait tout simplement d'action. Pour moi, c'était évident. Même chose pour la Malaisie et pour l'Asie, si ce n'est que, comme je le disais tout à l'heure, un tout petit peu plus compliqué sur le plan logistique, puisque donc à 2, à 3, évidemment, il faut s'organiser d'autant plus. Quoi. Mais du côté des parents de mon mari, il y a eu aucun blocage, au contraire, puisque même ils avaient un petit peu voyagé quand ils étaient plus jeunes, donc ils comprenaient complètement notre envie d'aller en Asie. Et quant aux amis, comme ils me connaissaient avec ma précédente expérience de la Russie, il n'y a pas eu de surprise. Ils savaient que de toute manière, j'aurais aucun problème pour m'adapter et que tout se passerait très bien. Oui, d'accord. Okay. On a déjà échangé ensemble sur le sujet, mais je te pose tout de même la question. Est-ce que tu voyageais beaucoup avant tes 2 expatriations? Un petit peu. Donc, quand j'étais jeune, j'étais backpacker. Oui. Donc, j'ai connu l'Asie pour la première fois en 1986 et j'ai tout de suite compris que ça pouvait être une zone très très intéressante déjà à l'époque. Après, donc, il y a eu mon séjour en Russie qui a duré quand même presque 5 ans. D'accord. Et par contre, en France, quand j'étais en France, j'ai très peu voyagé. Et par contre, beaucoup voyagé les premières années, dans les années 2010 ici. D'accord. C'est vrai que c'est important de préciser, l'Asie est tout de même une plaque tournante et facilite énormément le voyage. On voit ici à Kuala Lumpur, c'est un hub impressionnant et on peut prendre des avions dans toute l'Asie pour pas très cher et le voyage se fait super simplement. Tout à fait. Ah oui, absolument. Ok. Avec l'expérience que tu as sur tes 2 expatriations qui sont tout de même très longues, qu'est-ce que tu as appris sur toi en fait à travers ces expatriations? Ce que j'ai appris sur moi, que ce soit autant en Russie qu'en Malaisie, j'ai compris que j'étais capable de m'adapter dès la première seconde. D'accord. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. J'ai surtout appris qu'il ne fallait absolument pas comparer entre mon pays d'accueil, mon nouveau pays d'accueil et la France. Donc, c'est important de préciser que je ne suis pas partie par rapport à une fuite de la France, mais c'est surtout avec cette volonté de découvrir des nouveaux pays. Les 2 expatriations, ce sont des choix quand même personnels, personnels ou familiales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de là, on arrive dans un nouveau pays avec un autre état d'esprit. Il n'y a pas de contrainte, au contraire, il n'y a qu'une volonté de découvrir, il y a le fait d'être curieux et surtout cette volonté de s'adapter le plus rapidement possible. Et il faut quand même reconnaître une chose, c'est que la Malaisie
c'est un pays facile. Peu de gens en fait ont du mal à s'adapter à la Malaisie parce que il y a un bon niveau de développement, une bonne qualité de vie et c'est un pays à l'échelle humaine. En Asie, c'est très important. C'est très très important. Ok, très clair. Si tu devais décrire ta vie en 3 mots ici en Malaisie, ce serait lesquels? En 3 mots? Alors, je vais dire plutôt en 3 paires de mots. D'accord. La Malaisie, c'est multiculture, multiethnique. Ça, c'est très net. C'est de loin, avec Singapour, qui est plus petit, de loin ce qui surprend le plus dès qu'on arrive. Et quand on y vit tous les jours, on a l'habitude de côtoyer en permanence une population extrêmement variée. Ça, c'est quelque chose qui marque et qui d'ailleurs nous manque quand on va dans un autre pays. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la deuxième paire, c'est piscine et jungle. Donc moi, je nage en moyenne 10 km par semaine. Ah oui. Et je vais en jungle entre 20 et 40 km par semaine aussi. Tout en restant sur Kuala Lumpur. Hein. Okay. On est bien d'accord parce que... Ah, c'est un beau programme. Donc ça veut dire qu'en qualité de vie, c'est pas bon. Et la troisième paire, qui va évidemment, ça se complète, c'est le climat. Oui. Le climat, la chaleur. Donc il fait bon tous les jours. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais en contrepartie, il y a ce problème d'air conditionné en permanence qui, moi, physiquement, m'indispose beaucoup. D'accord. Voilà. Mais, et c'est caractéristique de la Malaisie, mais c'est aussi caractéristique de l'Asie. Et c'est vrai qu'à la longue, puisque maintenant j'ai 63 ans, ça peut devenir un problème pour moi. D'accord. Et en termes de pollution, est-ce que la Malaisie est plutôt bien à ce niveau ou par rapport, parce qu'on sait que les pays d'Asie, de manière générale, il y a une pollution quand même assez importante. Ouais. Ah ben, toute proportion gardée, la Malaisie, c'est pas le pire. D'accord. Quand bien même Kuala Lumpur, c'est un peu une cuvette, mais non, par rapport à Jakarta, qui est quand même très pollué, Bangkok, toute proportion gardée, c'est peut-être avec Singapour une des capitales les moins polluées d'Asie. Pas grande capitale, j'entends. Bien sûr, oui. Et je suppose que la partie aussi le fait qu'il y ait énormément de parties vertes en fait vraiment dans la ville de Kuala Lumpur, il y a énormément de parcs, il y a des arbres partout. Je pense que ça aide aussi pas mal sur la respirabilité de l'air. C'est possible, mais par contre, il faut quand même reconnaître, puisque moi je l'ai vu en 17 ans, justement il y en a de moins en moins. Oui, la surface verte diminue vraiment beaucoup, que ce soit dans le centre-ville ou même un petit peu en extérieur. Je disais que j'allais souvent en forêt. J'habite à côté d'une forêt qui fait plusieurs centaines d'hectares, tout en étant voilà. Je vois cette forêt diminuer chaque année un peu plus. Quoi. Okay. Donc la pression foncière est telle aujourd'hui sur Kuala que on voit tous ces poumons verts se réduire de plus en plus. Ouais. D'accord, ok, intéressant. Tu as déjà pas mal répondu et je pense connaître la réponse, mais je te pose tout de même la question. Est-ce que tu recommanderais la Malaisie et Kuala Lumpur à des expatriés qui souhaiteraient venir en Asie? De façon indéniable, c'est le pays idéal pour une famille. Comme Singapour, puisqu'il y a un très bon niveau de développement, une bonne qualité de vie, il y a un très haut niveau de sécurité. Donc c'est quand même important pour des familles. L'immobilier en Malaisie, à Kuala Lumpur, par rapport à d'autres capitales asiatiques, c'est de loin un des meilleurs marchés. Donc ça veut dire que typiquement pour une famille, c'est quand même important. Bien sûr. Beaucoup d'écoles internationales, donc là aussi, élément important. Pour quelqu'un de célibataire seul ou un couple jeune, c'est pas forcément faut quand même reconnaître une chose, c'est que Kuala Lumpur, c'est pas forcément la ville la plus fun d'Asie, mais
mais ça a beaucoup évolué déjà ces dernières années. Ok. Parce que nous, on avait vraiment le sentiment que c'était très dynamique comme ville et l'impression, on a vraiment eu une bonne impression en fait sur cette ville, vraiment un dynamisme du vivant. Mais tout à fait. De par ma profession, je rencontre beaucoup d'expatriés, beaucoup d'étrangers qui souhaitent venir s'installer en Malaisie suite à justement un séjour ici, suite à une visite auprès de leur famille, et ils me disent tous la même chose. On a découvert Kuala Lumpur, on a découvert la Malaisie, on est tombé amoureux, on veut s'installer. Bien sûr. Ça, c'est un discours qui est vraiment récurrent, que j'entends depuis, que j'ai entendu des centaines de fois depuis 2008. Ouais. D'accord. J'ai une autre question qui me vient en tête, parce que là, c'est quelque chose en fait que les Français vont avoir beaucoup en perspective. Est-ce que les hôpitaux sont bons ici? Est-ce que le service de santé, de soins est abordable? Tip top. D'accord. Tip top, c'est très très bon. En fait, c'est d'autant plus intéressant, d'autant meilleur que il suffit de présenter sa carte bleue, la carte visa, et on est très bien accueilli, on est très bien traité. Il y a pas de problème. La seule petite inquiétude qui quand même a tendance un peu à se réduire, mais qui existe toujours, il faut quand même croiser les doigts. Il faut mieux éviter d'avoir un accident sur la route ou ailleurs, parce que on n'est pas les services d'urgence, enfin les ambulances sont pas forcément, enfin sont nettement moins rapides, peuvent être nettement moins rapides qu'en France. On n'est pas à l'abri, en fonction des endroits où on peut avoir un accident, on n'est pas à l'abri de personnes qui peuvent profiter de cet incident. Bon, c'est scénario catastrophe, mais ça arrive. Bien sûr, oui. De personnes qui peuvent profiter qu'on soit blessé ou inconscient pour nous piller. Oui, bien sûr. C'est arrivé, ça arrive. Hein, okay. Donc bon, c'est un risque. Mais au-delà de ça, pour tout ce qui est traitements médicaux, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, le tourisme médical se développe de plus en plus en Malaisie. D'accord. Okay. Très clair. Mais beaucoup de médecins sont en fait, ont fait leurs études à l'étranger et sont de très haut niveau. Ok, top. Très clair. Est-ce que tu te vois revenir un jour en France? Oui. C'est une décision qu'on a prise avec mon mari il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est lié, il y a 3 raisons. La première, peut-être que c'est l'âge. Passé la soixantaine, on se dit que la Malaisie c'est bien, l'Asie c'est bien, l'expatriation c'est bien, mais malgré tout, on découvre à 60 ans que nos racines ne sont pas à l'étranger, mais sont réellement par définition dans notre propre pays. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut le savoir, de façon générale, la mobilité internationale devient de plus en plus difficile, devient de plus en plus compliquée à gérer. Les entreprises sont de plus en plus réticentes à envoyer des étrangers, et parallèlement, les autorités, quel que soit le pays, y compris en Malaisie, en fait, délivrent de plus en plus difficilement des visas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, pour l'instant, on a un visa. Pour l'instant, tout va bien, mais on ne sait pas quelles peuvent être les nouvelles règles, les nouvelles lois qui font que ce visa peut être mis en danger, et à partir de là, on n'a pas envie non plus de se retrouver en difficulté. Bien sûr. Et ça, à la longue, moi j'ai vu l'évolution avec les années, à la longue, ça devient un petit peu pesant par rapport à ça. Donc c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, je fais beaucoup de sport ici, mais moi je viens des Alpes. D'accord, la montagne manque. Donc voilà, j'ai besoin d'un peu d'altitude. D'accord. Je comprends. Tu as déjà un peu répondu à cette question, mais est-ce que tu te sens chez toi ici? Complètement. Complètement. Complètement, et dès la première seconde, il n'y a eu aucun problème. Pendant 17 ans, je me suis sentie chez moi. En revanche, comme je viens de préciser,
la difficulté aujourd'hui pour obtenir des visas, qui en fait sous-entend par derrière en fait que des volontés de la part du gouvernement d'être plus vigilant sur quant à l'arrivée d'étrangers, fait que on se sent parfois pas en difficulté, mais pas toujours très à l'aise. Ça, c'est clair. Ça, c'est très, très clair. Ah, ça doit être assez oppressant comme situation de toujours se dire est-ce que je vais être renouvelé, je vais pas être renouvelé. Complètement. Complètement. Ok, très clair. Comme tu l'as précisé au début de l'interview, tu n'es pas parti avec une entreprise en tant qu'expatrié, mais tu as créé ta propre activité ici. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus ce que tu as créé ici? Oui, alors avant même de parler un petit peu de la Malaisie, je vais faire une toute petite aparté sur l'expatriation en Russie pour justement montrer un peu l'évolution. En Russie, je suis partie avec mes valises et je me suis intégrée dès les premiers jours, et très rapidement j'ai pu retrouver un travail. À l'époque, c'était simple dans la mesure où beaucoup d'entreprises cherchaient des directeurs, des représentants occidentaux, y compris dans leur entreprise locale, parce que elles avaient besoin de conforter leur image, non seulement auprès de leurs clients étrangers, mais même auprès de leurs clients russes, qui avaient plus confiance en fait à des étrangers à l'époque. Je parle des années 90, que leurs compatriotes. Oui. Donc, intégration très facile, mais par contre, pas une réelle expatriation dans le sens où j'avais un emploi complètement localisé. En Malaisie, j'ai commencé c'est mon mari qui a eu un poste en Malaisie. Dès qu'on a su ça, j'ai tout de suite je me suis un petit peu renseignée, je me suis commencé à me renseigner sur le tissu économique de la Malaisie. On est arrivé un vendredi soir. Le lundi matin, je commençais ma recherche d'emploi. Je me suis bien positionnée. J'ai tout de suite travaillé mon positionnement. 15 jours plus tard, j'ai trouvé un emploi. Ah oui. Est arrivée la crise économique, et ensuite en 2009, impossible pour des raisons évidentes, impossible de retrouver un emploi. Donc j'ai fait le choix, après avoir été employeur. À l'époque j'avais 45 ans, donc je me suis dit que c'était peut-être une occasion de devenir self-employed. Et dans un premier temps, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune structure, aucun moyen pour les étrangers qui cherchaient un emploi ici de trouver de l'information, de trouver des accompagnements. Donc j'ai commencé à faire ça en 2009, parce que de toute manière à l'époque tout était fermé en raison de la crise économique et financière. Et puis les mois passant, j'ai transformé ça en activité professionnelle. En 2014-2015 est arrivé un petit choc pétrolier qui fait que beaucoup d'expatriés sont partis de Malaisie, un peu moins d'étrangers qui se retrouvaient en recherche d'emploi ici parce que moins d'opportunités. Première grosse vague de restrictions de visa. Donc on va dire ma base de clients a commencé à baisser. 2020, Covid, donc ça n'a fait que continuer. Et parallèlement, les pays qui se fermaient de plus en plus, comme je le disais. Et point très important à savoir, c'est que la population locale qui a commencé, et c'est une très très bonne chose, à être de plus en plus qualifiée. Bien sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire objectivement beaucoup moins d'opportunités pour les étrangers en termes d'emploi. Donc en fait, j'ai continué à accompagner les étrangers qui étaient en recherche d'emploi, mais c'est surtout après je me suis repositionnée vers les entreprises qui, en fait, avec cette évolution, avaient de plus en plus de difficultés à recruter des locaux. J'ai modifié un petit peu mon offre de service auprès des entreprises qui cherchaient
à donc des talents locaux, et je les ai accompagnés pour travailler et développer leur marque employeur de façon à être plus attractif pour la population locale et surtout, une fois qu'elles ont attiré ces talents, de pouvoir les retenir. Ensuite, 2023, comme tout le monde le sait, intelligence artificielle générative. Donc, je me suis intéressée, comme tout le monde, au sujet, et d'autant plus intéressée que j'ai 60 ans. Enfin, à l'époque, j'avais 61 ans. J'ai trouvé que ça pouvait être très intéressant qu'une femme non techie, déjà d'un certain âge, puisse s'intéresser et puisse apprendre le sujet. Tout ça pour non seulement partager mon propre expérience, mais surtout pour inciter les seniors, alors quand je dis seniors, c'est-à-dire les personnes qui ont plus de 40 ans, 45 ans, à embarquer dans cette nouvelle aventure, puisque clairement, ça va être une condition d'employabilité dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et comme les entreprises, de façon générale, sont plutôt réticentes à l'embauche des seniors, pour les seniors, s'il n'y a pas cette possibilité de s'adapter un peu à la tech, enfin la technologie, au moins avec l'intelligence artificielle générative, eh ben, il va y avoir un gros problème d'emploi. Oui, bien sûr, je comprends. C'est vrai que c'est vraiment la chose qui, pour moi, va faire changer le monde dans les années à venir. C'est tellement exceptionnel, c'est un changement comme on a pu connaître avec l'arrivée d'Internet. Ouais. C'est exceptionnel. Et aujourd'hui, donc, tu fais du consulting pour des entreprises privées pour un peu évangéliser l'intelligence artificielle, si je comprends bien. Plus ou moins. Voilà, oui, non, on peut dire ça. J'aime bien le terme d'évangéliste. Oui, donc en fait, l'idée, c'est de toujours avec cette optique marque employeur, et ça, c'est important, c'est de montrer, d'expliquer aux entreprises qu'il est important quand même de prendre le bateau de l'intelligence artificielle. Moi, je trouve ça vraiment top ce que tu fais. C'est génial en fait, et ça donne vraiment une bonne image aussi pour les femmes, se dire tout est possible à n'importe quel âge, et c'est vraiment, je trouve ça vraiment génial parce que en entreprise, c'est vrai que l'informatique attire beaucoup moins, mais. Ouais, merci, mais bon, une fois de plus, moi je reste très modeste, j'ai un petit niveau, je pourrais jamais, mais au moins, au moins je m'intéresse, au moins j'essaie d'un petit peu de bidouiller, et puis c'est sûrement un des projets très intéressants que je mets en place pour le restant de ma vie. Bien sûr, on a tous notre pierre à apporter à l'édifice, et peu importe le niveau, je trouve que c'est vraiment captivant. Et justement, je me demandais, est-ce que l'État malaisien est pro intelligence artificielle, ou fait des projets dédiés à l'intelligence artificielle? Nous, on s'est beaucoup intéressé aux Émirats arabes et à Dubaï, et c'est vrai que c'est très dynamique aussi sur cette partie-là, et ils ont beaucoup de projets tech, beaucoup de projets IA. Alors, oui, c'est ce que je disais, beaucoup d'annonces, mais quand même des actions. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, 2025, 2024, 2025, nous avons à Malaisie un ministre qui est extrêmement dynamique dans le domaine, qui met en place qui a beaucoup d'initiatives, qui met en place beaucoup de choses. Donc ça va dans le très bon sens. Il y a une partie de la population qui est effectivement très techie, ça c'est incontestable, mais ça reste une fois de plus, toute proportion gardée, une minorité. Et donc ma dernière question, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaiterait s'expatrier? Alors en Malaisie ou de façon générale? En Malaisie, comme c'est l'endroit que tu connais le mieux. Alors en Malaisie, mais bon, malgré tout, quel que soit le pays, mais d'abord se renseigner un minimum sur les conditions d'accueil et d'obtention du visa dans le pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la mobilité internationale baisse. Ça vient des entreprises, ça vient des gouvernements. La Covid quand même a eu son effet.
négatifs. Par exemple, la fermeture des frontières en Asie pendant plusieurs années. Enfin, en particulier, la Chine a quand même fait un peu peur notamment à des familles, à juste titre. Donc, se renseigner quand même aujourd'hui sur les conditions de base d'obtention d'un visa. Je rencontre trop souvent des personnes qui arrivent ici, comme je disais, oh, ça m'a plu ici, j'ai envie de m'installer. Bah, t'as pas l'âge, t'as pas la qualification demandée, il n'y a pas de marché pour toi, pour des raisons X, Y, Z, parce que as une profession réglementée, parce qu'il n'y a pas la demande, enfin, pour des raisons. Et trop de gens, trop de personnes, en fait, viennent ici et pensent que c'est possible, même si ça paraît attractif, même si ça paraît dynamique, il faut quand même reconnaître que c'est pas si simple que ça. Et c'est surtout, comme je le disais, et c'est ça qui est un petit peu triste, c'est que ça a tendance à devenir de plus en plus difficile en Malaisie, mais aussi dans les autres pays. Alors, difficile, oui, mais pas encore impossible. Donc, moi, ce que je conseillerais, notamment à des plus jeunes, s'ils ont un projet d'expatriation, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que c'est encore possible maintenant. Dans 5 ans, j'en sais rien. En 10 ans, j'en sais évidemment rien. Mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est que, sauf gros bouleversement, cette tendance on va dire, à la restriction des visas, à la différence de contrat d'expatriation, va se renforcer. Typiquement, les entreprises aujourd'hui, de plus en plus, ne proposent, sont très réticentes à envoyer des familles. D'accord, très clair. Donc il faut vraiment s'informer avant, prévoir un budget. La Malaisie, toute proportion gardée, est un pays nettement qui est encore abordable, mais qu'il est chaque jour un peu moins quand même. Et surtout se donner une limite, c'est-à-dire arriver avec un certain budget pour pouvoir survivre X temps, et après se dire, bon, quel est mon plan B? Si ça marche pas, quel est mon plan B? Et ça, c'est très important. Ok, super. Merci beaucoup, Elisabeth. Je t'en prie, merci. Tellement de valeur dans tes paroles, dans ton expatriation, tes plusieurs expatriations et ta vie. Enfin, c'était vraiment cool de pouvoir échanger avec toi. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de suivre notre chaîne YouTube Free & Nomade et nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Ciao. Yes.